Yes! Bienvenue, mon Luc, à la 4e épisode des Chum Podcasts. LCPDC, we are back, baby! We're back après une petite sabbatique, 2 mois qu'on a pris off. T'as vu ça? Un petit summer pause, bien correct. Ça fait du bien. Back en force, comme on dit. Après le 3e podcast, haute en couleur, Ouais. podcast matinal. Avis aux lecteurs, c'est la dernière fois qu'on fait un podcast matinal, comme le 3e podcast. Plus jamais. Donc, aujourd'hui au programme, on s'est dit qu'on allait parler à l'aube de la saison de la NHL des pools, des fantasy. Donc, on pourrait appeler ça un petit guide des poolers aujourd'hui. Yes. Septembre rime avec pool de hockey. On aime bien les pools, on est des fans de pools. On espère que vous également, vous êtes des fans de pools, plus précisément de fantasy. Donc, Au programme, ce qu'on a pour vous aujourd'hui, c'est un petit retour sur le podcast, une mini-intro qu'on vient de faire. check. Après, on va parler un peu des stratégies de fantasy qui sont utiles, pratiques, que nous, on aime bien. Après, une petite liste de players qu'on pense qu'ils vont peut-être pas avoir la même année qu'ils ont eu l'année passée. Donc, des players peut-être à éviter, comme on dit. Bien dit, Luc. Puis, on va finir avec nos sleeper picks, la partie la plus excitante. Les joueurs que vous voulez avoir pour gagner votre pool. Fait que si jamais t'es pas intéressé par les 2 premiers points, tu peux directement slider la petite ligne en bas directement au sleeper pick. C'est ça? Ouais, dans le fond, ouais. C'est ça? Écoute pas le podcast. Monsieur Techno. Donc, commençons tout d'abord avec les stratégies. Une de mes stratégies fétiches, mon Luc, tu le sais bien, après 3 ans de fantasy ensemble, Ouais. tandem. Donc, 2 goalers dans la même équipe. L'année passée, merci à toi, tu vas me le redire. Bah, c'est sûr qu'on va en reparler. Tu peux mettre le contexte. Et oui, on peut voir ici la bague de champion avec Ullmark et Swayman comme gardien de but. L'année d'avant, j'avais Sorokin et Varlamov. Donc, prendre 2 gardiens de but de la même équipe, selon moi, très bonne stratégie. Tu te confirmes à chaque partie, donc 82 matchs dans l'année, pratiquement tout le temps avoir un gardien de but qui goal, contrairement à essayer de prendre un gardien de but numéro 1 puis un gardien de but numéro 2/1B de notre équipe. Je sais pas qu'est-ce que tu penses de cette stratégie-là. Exactement, mais en fait, c'est une tendance qu'on voit beaucoup chez les équipes de nos jours. Il n'y a plus vraiment de gardiens élite numéro 1 qui vont jouer 60 à 70 matchs dans l'année puis qui vont pas prendre de off-night. La popularité grandit énormément en termes de tandem de gardiens de but. On peut penser à toutes les équipes, tu sais. Quelques équipes qui ont des très bons gardiens de but qui vont peut-être en jouer plus souvent, moins de tandem. On pense peut-être à New York. Ouais, même, Quick. D'après moi, ça ne goalera pas bien souvent. Non, c'est ça. Mais même les 2 équipes de New York, tu sais, Varlamov, la seule raison pourquoi je vois pourquoi il jouerait, c'est son contrat qui est faramineux. 4 ans. Mais sinon, Sorokin, qui selon moi est le meilleur gardien de la ligue, va jouer la majorité des matchs. Oettinger, peut-être à Dallas, qui risque d'avoir plus de puck que le reste des équipes. Mm-hmm. C'est qui? C'est Wedgwood, le 2e goal là-bas? Ouais, exact. C'est plus comme avant, on pourrait dire un Luongo ou un Brodeur qui en goal 60-62 games dans l'année puis que l'autre, il ramasse les peanuts. Ouais. De là, la raison pourquoi la stratégie devient de plus en plus payante. Et même ce qu'on voit de nos jours de plus en plus dans les fantasy, c'est non seulement 2 gardiens de but, mais même 3 à 4 gardiens de but. Pour les off-night, quand ton équipe ne joue pas, t'assurer d'avoir un maximum de points, dépendamment évidemment de c'est quoi les réglages dans ta ligue. Si ton gardien fait des arrêts, ça dépend du nombre de points par arrêt, du nombre de points par blanchissage, du nombre de points par victoire, par défaite, par but alloué, évidemment. Tout ce qu'on dit aujourd'hui, ça dépend de tous les réglages de nos ligues. Mais on pense que c'est une stratégie qui va être de plus en plus populaire, avoir même plus que 2 gardiens dans son équipe pour s'assurer un maximum de points. C'est tellement payant, un bon gardien de but. Tu peux pas te permettre d'avoir 3 off-night dans ta semaine. T'as pas le choix d'avoir au moins un goaler qui goal 5 jours sur 7, pourrais-je dire. Fait que de là, la stratégie de 3 gardiens de but. Autre stratégie, gardien de but. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Ouais, je pense que je sais où tu t'en vas. C'est pas nécessairement... Attendre. C'est ça. Moi, j'y vais tout le temps pour... J'attends mon gardien de but. Je pense qu'on l'a vu l'année passée avec Vasilevski. On va prendre l'exemple de notre pool, mais de toutes les pools de fantasy que vous avez faites l'année passée probablement. Un Vasilevski qui sort en première, 2e ronde, puis qui drop. Il n'y a pas une bonne saison. C'est frustrant. T'es bien mieux de pogner un attaquant qui est pratiquement assuré de faire ton 200 points par année, ton beaucoup de points. 200 points, je parle de 200 points de fantasy. Que de miser sur un gardien de but qui, oui, a
90% que ça marche, mais il y a tout le temps le 10%. Je pense qu'en première ronde, non, je dis jamais. Faut jamais dire jamais, mais je vois jamais comment un goaler devrait sortir première ronde quand il te reste, même si c'est une équipe à 14, une ligue à 14 équipes, que tu as des joueurs comme Kaprizov qui peuvent sortir dans les derniers rangs, tu devrais jamais prendre un gardien de but. Surtout de nos jours, il y a très peu de gardiens qui justifient un choix aussi tard en dernière ronde. On les a nommés. Chesterkin, peut-être même cette année, c'est moins drôle. Carey Price, peut-être? Carey Price, l'idole à Ali, le chouchou à Ali, hot take. Ouais, mais... Carey Price revient. Non, c'est ça. Chesterkin, les Sorokin, peut-être Oettinger aussi. Ouais. Mais à part ça, moi, je pense jamais en première ronde. Deuxième ronde, je pense que ça dépend de l'allure de votre draft, où vous draftez dans le draft. S'il y en a un qui se lance, début de deuxième ronde, repêche Sorokin, après Chesterkin part, puis Oettinger part. Raison de plus pour attendre longtemps. Ça dérange pas si tu as Saros ou même si tu as Gustafsson au Minnesota. Ils vont être disponibles, ou il y a des goalers du même calibre qui vont être disponibles plus tard dans les 3, 4, 5e dernière ronde. Quand ces 3 goalers-là, pas nécessairement eux en ordre, sont partis, je pense que là, ça sert plus à rien de se précipiter sur eux. C'est de plus en plus vrai. Une fois qu'il y en a 3 ou 4 qui en valent réellement la peine, après ça, prends la stratégie d'attendre, repêche ton gardien en 8, 9, voire même la 10e ronde. Puis surtout... Ah, vas-y. Ouais, excuse. Des sleepers, il y en a. Du côté des gardiens de but, il y en a qui sont disponibles. On peut tout de suite se lancer dans le sujet, mais tu sais, des gars comme Adin Hill qui vient de gagner la coupe, oui, c'est risqué, mais si tu prends comme dans le backup Logan Thompson qui risque de peut-être prendre la pole position également, c'est une équipe qui vient de gagner la coupe, il va en faire des victoires. Tu prends les deux ou une équipe à Edmonton, je sais que l'année passée, ça n'a pas bien marché pour toi, mais... Contexte, c'est moi l'année passée, il y avait Campbell et Skinner, ça n'a absolument pas marché. On se disait, prends des tandems, finalement, les deux ne marchent pas. Mais tu sais... Puis j'ai repêché Campbell avant que Lee Punk Swayman. Quelle erreur. Je peux pas le croire. Mais tout ça pour dire aussi que, comme on a dit, il y en a qui vont sortir dans les rondes plus tard, puis surtout, il y en a qui vont sortir dans les équipes push. Ouais. Mais un goaler qui est dans une équipe push, encore une fois, ça dépend des réglages. Tu sais, si c'est moins 3 points par but alloué, mais là, ça vérifie. Mais si c'est moins 1 point, moins 2 points, même si tu as un goaler qui est dans une équipe qui n'est pas super bonne, s'il goal les 70 games, puis qu'il voit du rubber à chaque soir, qui a une défensive vraiment pas excellente, des fois, ça peut valoir la peine comme 2e ou 3e gardien de but également. C'est pour ça que, tu sais, prendre un goaler dans une équipe mauvaise, mettons Belge-Melka l'année passée, qui faisait des points en tabarouette, parce qu'il reçoit tellement de pucks qu'avec un pointage de 0.2 ou 0.25 par save, le gars est sûr de faire des points malgré le fait qu'il finit pas avec la victoire ou avec le jeu blanc. Là. Ouais. Si on se disperse dans d'autres stratégies, on évite les goalers maintenant. Stratégie que t'aimes de ton côté? Stratégie quoi? Que t'aimes de ton côté? J'ai compris, stratégie thème. Stratégie thème? Ben, moi, une chose que je trouve très, très, très importante, d'autant plus depuis mes poules l'année passée, qui m'ont tellement fait mal, c'est de faire attention aux joueurs blessés, aux joueurs à risque de blessure. C'est tellement underrated. C'est pas une stratégie, là. On n'est pas en train de révolutionner les fantasy, mais c'est juste un rappel de faire tellement attention à ça. Tu sais, l'année passée, j'avais Bertuzzi, Josh Norris, je les ai toutes ratées. Landeskog qui s'est blessé. Bon, ça, certains diront que c'était ma faute. Ouais, c'était calme. Il était censé revenir le 4 octobre. Vous l'avez entendu ici. Tu le mettais dans ton line-up, il se blessait. Ouais, exactement. Mais tu sais, les gars, justement, comme tu dis, ils sont propices à se blesser. Quand ça fait en 3 saisons que t'as pas une saison que t'as 82 games, pose-toi des questions. Ekblad, mettons. Moi, ça fait 2 ans que je l'ai. Ça fait 2 ans qu'il se blesse la moitié de la saison. C'est des gars de même qui n'est pas régulière, mais que l'année passée, j'ai dû faire 2 fois. C'est les joueurs sur le Special Assistant Program. Ça, c'est pas normal. ça c'est pas normal, mais... Faites attention. À Jakub Vrana. Puis qui l'autre avait? Spencer Knight? Ouais, exactement. Spencer Knight aussi. Donc, il y en a quelques-uns qui risquent de l'être cette année, sans rentrer dans le sujet, mais évitez Carter Hart. Batterson, etc. Ouais, fait qu'il y a exactement les joueurs qui sont faits de glace, comme on dit, de vitre. Ça, on peut pas leur dire assez. C'est un couteau à double tranchant. Oui, ça va être le meilleur joueur. Tu sais, cette année, dans les défenseurs, on en voit énormément qui sont à risque. Tu as parlé de Ekblad. Encore en Floride, on parle de Montour. Ouais. Jacob Chikrin qui peut sembler une option excellente à Ottawa avec l'attaque qu'ils ont, le corps arrière qu'ils ont à la défense avec Chabot, Sanderson qui vient de signer un contrat. Chikrin, tu te dis, crème, il va partir, il est bien encadré. Il va se blesser après la 2e semaine. Exactement. Fait que, vraiment, tout le temps regarder quel genre de joueur, son résumé de blessure. Moi, stratégie que j'aime vraiment,
Si t'hésites en deux gars qui sont pratiquement semblables, même si t'aimes un peu moins un gars qui a une double position, contrairement à un centre, il y en a plein de centres pour vrai. Dans Exactement. un fantasy très important, hop, tout le temps pour le gars qui a double position, Ouais. que ce soit centre et ailier gauche, centre, ailier droit ou même les deux ailes. C'est tellement payant à long terme quand il y a un samedi soir que tout le monde joue, des centres, tu vas en avoir plein. Tu vas en avoir plein. C'est encore plus vrai, je pense, cette année. Je sais pas si tu as fait un tour là, sur Yahoo, mais il y a tellement pas beaucoup de gars, un qui a double position et deux, des sont où les ailiers droits, man? Mais je pense que c'est ça, cette année, Yahoo l'ont pas encore updaté partout. En ce moment, on vous parle en date du 11 septembre. Fait que c'est pas updaté partout, mais j'espère qu'ils vont faire une mise à jour, quelque chose. Mais ailier droit, comme tu dis, c'est la position la plus, pas importante, mais la plus convoitée, je pense, chez les attaquants dans un fantasy. Il y en a des excellents en début de première ronde, mais ils vont tellement partir vite. On parle de Pasternak, Kucherov, Rantanen, Mitch Marner, mais après ça, tu te retrouves avec des joueurs qui sont moins polyvalents, d'où l'importance du double position. Comme dit, des centres, il y en a. Surtout dans les dernières années, le gars jouait 5 matchs au centre, puis finalement, Yahoo lui accordait la position. Ouais. Mais c'était pas vice-versa pour un ailier ou un ailier droit, par exemple. Puis, mettons, Adrian Kempe live, là. Ouais. Il est centre. Il a joué 3 games au centre l'année passée. Exact. Fait que, t'as dit 11 septembre, j'en profite pour souhaiter une bonne, joyeuse anniversaire de mariage à mes parents, 30 ans. Fait que félicitations Claude Catherine. Félicitations Claude Catherine. Excellente stratégie que vous avez fait, vous, de votre jeune âge. Vous mariez. Donc, sautons sur la prochaine stratégie. Je sais que plusieurs l'optent. Moi, ça me stresse un peu. La stratégie long terme. Un fantasy, dans le fond, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à chaque semaine, tu affrontes un match-up, on peut dire. Une équipe différente. Donc, tu es contre un autre joueur dans le pool, dans le fantasy. Mm-hmm. Puis, vos points comptent seulement pour une semaine. Fait que ça ne dérange pas si la semaine d'avant, tu as eu la meilleure semaine de toute ta vie. Ouais. Ça repart à zéro à partir du lundi matin jusqu'au dimanche soir contre une autre équipe qui fait partie de votre groupe. Tu vas avoir une méchante bonne semaine. Si l'autre en a une meilleure, ben, tu vas perdre. Fait qu'au final, ce que tu veux, c'est te rendre en série. Puis en série, il arrivera ce qui arrivera. Fait qu'il y en a plusieurs qui optent pour peut-être soit des joueurs blessés ou des joueurs qui pensent que leur évolution au courant de la saison va être vraiment bonne. C'est risqué, oui. Mais une fois que tu es en série, comme que je viens de dire, tout peut arriver. Fait quand on dit série, encore une fois, pour ceux qui ne se connaissent pas, c'est pas les séries éliminatoires de la NHL, c'est vraiment jusqu'à la dernière saison. Fait qu'habituellement, ça commence, quart de finale commence à peu près 3-4 semaines avant la fin de la saison régulière de la NHL. C'est pas les vrais playoffs. Fait que t'as pas besoin de te concentrer sur des équipes que tu sais qui vont faire les séries ou quoi que ce soit. C'est juste des joueurs que tu sais qui vont être là en fin de saison, qui sont peut-être pas là en début de saison. On en a parlé, Brandon Montour. Ouais. Faut faire attention. Parce qu'il faut se rappeler qu'un draft, oui, c'est l'affaire la plus importante. Souvent, ce qu'on dit, en fait, c'est que tu ne gagnes pas un fantasy avec un draft, mais tu perds un fantasy avec un draft. Parce que tu as moyen de te reprendre avec les free agents qui sont disponibles si tu suis moyennement ça. T'es la preuve, mettons, on pourrait dire. Ouais, moi, pour être bien honnête, je draft. Est-ce que je draft mal? Chris, il y a ce draft mal. Mais tu es dominant sacrément sur eux. Je deviens une autre personne. Les free agents, t'es solide. On va te dire. Ça, j'aime ça. C'est un nouveau segment aussi chez LCPDC, les free agents, chaque dimanche. Bref, on s'en reparle. Bien sûr. Fait que oui, Ali, bon point, les long term, justement, de voir au-delà de ce joueur-là va être blessé des 2 premières semaines, qu'est-ce que je vais faire? Si après ça, c'était mon point avec Landeskog l'année passée, ça n'a pas marché. C'est là que c'est le risque de prendre un joueur blessé. Mais dans les années passées, dans une coupe de no pool, il y en a justement, Brad Marchand avait été blessé, Nylander avait pas signé de contrat, je pense, de 3 ans. McAvoy. Ils disent décembre, finalement, il arrive après 2 semaines de la saison. Puis ça, c'est le staff médical des Bruins. Là. Ça, c'est à prendre avec un grain. Ouais, c'est un grain de sel. Là. Le staff médical des Bruins, c'est tout le temps incroyable à quel point les joueurs reviennent plus tôt que prévu. Veux-tu qu'on parle du staff médical du Canadien ou un autre segment? Ça, on en a parlé pas mal, mais le ciel est bleu. Sinon, autre stratégie qu'on va parler, l'une de nos dernières, choisir un gars qui est dans son année de contrat, que ce soit un pool ou un fantasy. Ou même toujours bon. Cette année, une liste, je vais te les énumérer rapidement. Tu me diras si c'est un point sur un gars. William Nylander, Elias Ledon, Mark Scheifele, Elias Peterson, Tyler Toffoli ou même Anthony Duclair à San Jose. Duclair qui est sur un contrat d'1 an en plus. Ouais, qui avec une équipe misérable. Médiocre. On parlait des Coyotes de Phoenix. On pourrait dire que c'est les nouveaux Coyotes de Phoenix. Écoute, ouais.
sont poches à Ils chier. sont vraiment pas. C'est dernier live. Ben, c'est juste, ça m'a tellement pris par surprise. Les Coyotes, on en a parlé, mais ils se sont tellement améliorés. Ouais. Pour vrai, je vais prendre un moment pour m'excuser aux Coyotes de l'Arizona. Énorme post-season et j'espère que vous allez faire les séries. Je m'en excuse. Hot take, les Coyotes font les séries. Hot take, ouais. Surtout que l'Ouest n'est pas GG cette année. Pas GG. Mais oui, pour revenir, contract year, en fond, c'est que c'est des joueurs qui ont quelque chose à prouver. Surtout cette année. Tu sais, on pense, comme tu as dit, Nylander, Lindholm, Scheifele, il est en fin de carrière. Il y a un track record derrière lui. Même s'il n'a pas la meilleure année, il va être capable de se trouver. Tu sais, là, il est déjà accepté de quoi au salaire minimum. Il va être capable de se trouver quelque chose. Mais comme dit, des joueurs comme Nylander, Lindholm, Pettersson, Toffoli, moi, je pense ils ont tout à faire pour avoir une saison incroyable, marquante, beaucoup de points, faire un impact dans leur équipe. Surtout Toffoli qui va être dans une équipe vraiment compétitive, dans un top 6 qui est complet. Ça va être très intéressant à voir. C'est des joueurs, comme on l'a dit, qui risquent de faire une belle année de fantasy. Surtout Toffoli et surtout les Dômes. Un gars de même qui dit qu'il veut s'en aller. Ouais, les Dômes à Calgary, là. S'il y a une mauvaise saison, il a tout à perdre au final. C'est sûr qu'il va pas signer un gros contrat lucratif et il risque d'être échangé soit pour des pinottes ou bien, tu sais, s'il va être échangé, il faut qu'il connaisse une bonne saison. Ouais. Et si je me trompe pas, je vais pas parler à travers mon chapeau, mais je crois qu'il y a une double position aussi sur Yahoo, centre et ailier droit. L'année passée, je sais pas si là cette année, peut-être juste centre cette année, là, mais bon, c'est un faut qu'il y ait une mise à jour. Mais... type de gars qui drop. Deuxième segment, mon Luc, les joueurs à éviter. Ouais, mais ça va être, dans le fond, les joueurs à éviter, mais aussi les joueurs qu'on pense qu'ils vont pas avoir la même saison que l'année passée. Il y en a l'année passée qui ont surpris tout le monde. Tu prenais 5e round, puis finalement, ils finissaient dans le top 20. Ouais. Ne rêvez pas, ça n'arrivera pas 2 fois. Fait que c'est un peu ça. C'est un peu ça, joueur éviter. Tu sais, des gars qui ils ont tout le temps eu un average point environ pareil à la Josh Morrissey, tout le temps 35, 40, 42. Puis là, il se tape une année record en haut de 70. Ouais. Est-ce qu'il va le refaire? Je ne penserais pas. Tantôt, tu as nommé Brandon Montour, très bon exemple, encore une fois. Il a tout le temps eu des années correctes. Il venait de connaître sa meilleure saison. Je pense que c'était genre 36 ou 46 points, une affaire de même. Puis là, il tape son année record. Brandon Montour, pendant qu'on est là-dessus, justement, ouais, qu'est-ce que t'en penses? Le duo 1-2 punch en Floride, dans le back-end. Qui tu prends, mettons, tu as un choix à faire entre Ekblad puis Montour qui sont tous les deux blessés. Tous les deux blessés. Ça fait 2 ans que je prends Ekblad. L'année passée, il m'a énormément déçu. Ouais. Mais en même temps... tôt en plus. Ouais, vraiment tôt, je pense, deuxième... Puis pourtant, t'avais la meilleure... Bref histoire, là, lui, il avait la meilleure défense. Je ne dirais pas 2 fois. Ouais, donc pour excellente défense, merci. Mais oui, Ekblad, ce que j'aime de lui, c'est qu'il n'est pas unidimensionnel, contrairement à Montour, personnellement, je trouve. Mais en même temps, Ekblad, tantôt t'en parlais, un résumé de blessures énorme. Il n'est pas capable de faire 82 games, tandis que Montour, lui, oui, là, à part cette année, là, il a été opéré cet été. Donc, entre les deux, si j'avais... Je sais que si on regarde les ADP, ça va être Ekblad qui va être plus élevé. Il y a à cause de son nom aussi. C'est pas juste ça. C'est un ancien first overall et tout, mais... je pense que j'irai avec Ekblad, moi, no joke. Mais je pense aussi, parce que je pense pas que Montour va être capable de refaire ça. Puis, tu as parlé d'un bon point aussi qui est un point qu'on aurait pu amener dans les stratégies, c'est de prendre un joueur qui est polyvalent, pas sur la glace, dans les catégories. T'sais, selon les réglages de votre ligue, un joueur qui est capable de faire des hits, des blocs, des shots. C'est juste sur le power play, qui est juste sur les avantages. Ça vaut tellement cher. Tu as bien beau avoir un gars, je pense, mettons, on a parlé à la Mitch Marner, qui est excellent dans la Ligue nationale, mais qui aide pas, qui bloque de temps en temps quand il a bien à perdre. Mais moi, je tomberais pas à terre, mettons. Il shot, la moitié du temps, il shot, c'est à côté du net. Ouais. Bref. Fait que ça, c'est un autre point qui est vraiment intéressant. Mais dans les, je sais pas comment on va appeler ça, les fallers ou les joueurs pas à éviter, mais ceux qui vont descendre cette année dans les classements, on en a parlé de Brandon Montour, mais je pense que si on peut revenir avec ton équipe justement de l'année passée, Linus Ullmark. Ouais, Linus Ullmark. Qui a sauvé ta saison. Malgré le fait qu'il a sauvé ma saison, malgré le fait qu'il m'a donné une wing, pour vrai... joueur à ne pas prendre cette année. Comme tu as dit, joueur qui va pas répéter ça. Ouais. Je prendrais... il y a l'émergence de Swayman, mais aussi le fait que, même s'ils ont encore une défense excellente, ils ont tellement perdu en attaque, ils ont tellement perdu en leadership que je toucherais pas à ce tandem-là. Où est-ce qu'ils vont se faire prendre? C'est pas que je les prendrais pas en 12e round,
C'est que je les prendrais pas où est-ce que je sais qu'ils vont sortir. Exact. C'est plus ça Ulmark, que... avec un ADP présentement de 25.4, je pense, quelque chose Ouais. comme ça, ça n'a pas de sens. 25.4. C'est 25.4. Ouais, Ça- exact. c'est vraiment un recency bias sur sa dernière année, sur sa dernière saison qui a gagné le Vizina, mais je vois pas comment il pourrait répéter une année comme ça. Puis la dernière game de leur saison en série C'était qui dans les nets? a tout dit. Là. Ouais, c'est ça. Ça, c'était plate, là, erreur, même- on peut dire. Là, mais Même Boston avait pas foi en ce gros-là qui vient de gagner le Vizina. exactement. Lors d'une 7e game, Ouais. match d'élimination contre les Panthers. Puis Swayman a bien fait. Ça s'est rendu en prolongation. En OT, exact. Mais ça en dit long quand même. Ouais. Juste pour les troupes, le leadership. Puis là, t'enlèves Bergeron, t'enlèves Krejci. On peut sauter sur un autre gardien de but, Jordan Bennington. Je sais pas moi je le déteste. Pour vrai, je le dis ici, je déteste Bennington. C'est tellement pas le mien. Genre, tout ce qu'il fait, je l'aime pas. Je trouve son attitude, c'est de la merde. Je trouve que son positionnement, c'est de la merde. Sa façon de jouer, c'est de la merde. Et en plus, là, avec l'émergence d'un gars comme Joel Hofer, Ouais. que je trouve qu'il a un super beau style. Je pense que, il va prendre le poste. Puis en plus, Tu penses qu'il va prendre le je pense poste? qu'il va prendre le poste. Hot take. Hot take. D'ici la fin de la saison, Joel Hofer est le premier gardien de but Faut toucher ta bague. des St. Louis Blues. On va s'en rappeler. Tu veux te sauter sur un autre gars? On veut pas s'éterniser sur un gars aussi minable. Non, mais je pense qu'il a gagné à être connaître, par exemple, Bennington, parce que récemment, vers la fin de la saison dernière, j'ai vu des entrevues de lui, puis il a raison. Tu sais, ce qu'il essaie de faire, tu sais, quand il essaie de se battre contre Fleury, C'est quoi qu'il a dit? ça, c'était vraiment hot, là. Tu sais, il disait, genre, tu sais, moi, je veux juste redonner un peu aux fans, tu sais, je veux faire un show. C'est juste que le show, il faut qu'il sache quand le faire, là. Quand son équipe est down 5-1, va pas péter un bâton, va pas chialer à ton coéquipier quand t'as alloué 5 buts sur 20 shots. Sinon, écoute, on peut en parler, mais ça, c'est Connor? quelque chose. Connor Bedard. Mr. Bedard. On l'aime. On l'adore. On C'est l'adore. une bête de l'entraînement. Écoute, j'ai vu des affaires, ça n'a aucun sens. Ce gars-là n'a jamais mangé de fast-food. Moi non plus. Les gars, jamais mangé de fast-food. Ses parents ne le laissent pas. Genre, il y a une éthique de travail incroyable. On l'a vu s'entraîner. Écoute, il y a des quads gros comme ma tête. Ouais. Mais le hype est tellement élevé. Je pense que le seul hype dans les dernières années qui était autant justifié, c'était Connor McDavid. Je vois pas comment Bedard. Puis on l'aime, là. On dit pas drafter le pas, mais drafter le pas first round. Les deux rentrent avec le même ailier gauche. Si je me trompe pas. Ouais, Il c'est était ça là quand qu'on a McDavid dit. est arrivé à gauche. Puis c'était Nico Hischier ou Jack Hughes. Je pense que c'était Ouais. Hughes. Hein? Ah, Hughes. Quand Hughes ou je Devils sais était là aussi, c'était Taylor Hall, l'ailier. Bref, Ben, en ce moment, il y a un ADP sur Yahoo de 39 points. 38, 39, Proche de ça n'a pas de 40, sens. Il sort avant des gars comme Larkin, Kyle Connor, Barkov, Genzel. Tu sais, c'est tous des gars que, oui, Bedard va être excellent. Mais, en ce moment, autour de lui, il n'y a rien. Que ce soit en power play, il n'y a rien. Que ce soit en 55, il n'y a rien. T'es bien mieux de miser sur un gars comme Genzel, qui joue avec Crosby, qui joue en avantage numérique avec Crosby, que justement Ozzy Bedard. Dans un an, l'année prochaine, je te dis pas ma affaire. Déjà, il va y avoir une année derrière la cravate. Mais cette année, prendre le risque de prendre un gars comme Bedard, 38e, c'est un peu risqué. Ouais. Next. Tony DeAngelo. Ça, c'est là où on n'est pas d'accord. On se rappellera que Oli avait fait. J'avais dit que c'était la fin de sa carrière. Oli avait fait un take que D'Angelo avait fini sa carrière en Russie. He's back! Déjà un take qui marche pas. Mais pour vrai. Moi, ça. Mais ils font quoi, nos jokes, Caroline? Mais moi, ça, je pense que c'est un. Je l'avais dit, là, je suis vraiment content pour Caroline, pour lui. Je pense que c'est un style de jeu avec Rob Renamo qui va vraiment fonctionner pour D'Angelo. Ouais. S'il Si un ferme sa coach. gueule, Ouais. il va bien réussir. S'il fait. Il joue du hockey, puis il se concentre sur le hockey, on l'a vu, c'est quand même un défenseur offensif qui est capable de performer puis d'aider un avantage numérique, pas comme s'il en avait besoin Caroline. Ouais. Mais quand même. La seule question, c'est. Ça Burns le place où ou avec D'Angelo? Brent Burns, exact. C'est ce qui me fait peur, en fait, de la signature de D'Angelo. Puis c'est pour ça que je miserais pas sur ce gars-là à un DP de 127 en ce moment. Parce que, justement, il y a tout ce questionnement autour de où est-ce qu'il va jouer dans l'alignement. Il va-tu jouer? Puis en plus, ils ont signé un Orlov qui est également capable de Qui a le même style pivoter que un D'Angelo. avantage numérique. On va se le dire. À 55, il va plus jouer que D'Angelo. Fait qu'il est où D'Angelo dans l'alignement? C'est pour ça que je sauterai pas sur ce gars-là. Mais présentement. j'ai l'impression que dès que D'Angelo fait un peu ses preuves, il pourrait en surprendre plus qu'un, puis il pourrait voler une coupe de postes, une coupe de minutes par match à des défenseurs comme Burns. Puis Yes. Next, comme tu as dit,
Allez, Yevgeny Kuznetsov. Yes, sir. Miller. Ouais. Pour des raisons très simples. La première étant, il a demandé un échange des Capitals de Washington. Une équipe qui, je pense, il a passé la majorité de sa carrière là-bas. Il a connu du succès. Il y avait une bonne... En fait, on pensait qu'il y avait une bonne chimie avec tout le reste de l'équipe. Bizarre pour vrai, ça m'a vraiment surpris. On ne sait pas ce qui s'est passé en dehors des coulisses, surtout depuis son arrestation, entre guillemets. Choking. Mais en fait, ça peut prendre deux chemins. Soit qu'il peut être fucking motivé, faire 70 buts, soit qu'il peut faire fuck all, puis il connaît sa valeur, il sait qu'il va se faire échanger. Fait que je la prends légère à la russe un peu. Ouais, mais contrairement, mettons, à l'année passée, on aurait dit la même affaire. L'année passée, Backstrom était blessé pour une grande partie de la saison. Dylan Strome avait été signé puis on savait pas ce que ça allait donner. Là, Strome a eu une chimie avec Ovechkin. Backstrom is back pour le début de la saison. Fait que Kuznetsov, c'est où sa place dans... Wilson n'a pas commencé l'année blessée et tout l'année passée. Ouais, c'est vrai. Wilson était aussi blessé. Et là, Heller est parti. Mais tu sais, Kuznetsov va jouer ça à 3. Puis il n'y a plus... S'il y en a bien un centre qui n'est pas polyvalent dans la ligue, c'est Kuznetsov. Là. Il n'est pas à faire à jouer à l'aile, lui. Là. Fait que tu sais, pour un gars ADP 163 au moment de jaser d'ici, évitez ça. Pour vrai, il y a tellement de bons centres dans la ligue. Ouais. Si c'était un ailier droit, un ailier gauche, on n'aurait peut-être pas le même fusil d'épaule, mais là, no joke, il y a tellement de bons centres, t'as d'autres options. Un autre, ça, je pense que c'est un giver, mais Jamie Benn n'aura pas la même saison qu'il a eu l'année passée. Ouais. Fantasy, en tout cas, dans la majorité des ligues, je pense qu'il a fini entre 65 et 80. Ça n'a aucun sens. Puis en ce moment, son ADP est de 72.4 en jouant il joue sa deuxième, je pense, avec Johnson. Ouais, Wyatt. Wyatt, qu'on va en reparler, qui est excellent en fait, qu'on peut en parler tout de suite, mais qui est un sleeper dans toutes les ligues. Mais Jamie Benn n'aura pas la même saison qu'il a eu l'année passée, c'est sûr. Donc un petit mot sur lui, shout out. Pavelski, au contraire, moi je pense que Pavelski il est 100% moins risqué. Pavelski, c'est un gars qui a un avantage numérique, qui fait une panoplie de points. C'est un gars qui joue encore sur la première ligne. Ouais. Puis c'est un gars qui a moins perdu sa vitesse, contrairement à Ben, avec une ligue qui s'en va de plus en plus rapide. Même si Ben, c'est mon capitaine préféré dans la ligue parce qu'il se bat, il est intense, il est physique. Il est malade. Il joue pas de visière. Pas de visière, ça c'est fou. Bref, il n'y aura pas la saison qu'il a connue. Un autre, ça peut être un couteau à double tranchant. On parle de Erik Karlsson. Il a eu la meilleure saison, une saison de 100 points. La première depuis des lustres, mon gars. C'était qui? Paul Coffey, je pense. Brian Leach? Paul Coffey? Ouais, Leach. En tout cas, est-ce qu'on connaît pas nos affaires, le gars? Mais il n'y aura pas une autre saison à 100 points, même s'il va jouer avec une équipe 100 fois meilleure. Surtout qu'il va partager un tandem avec Chris Letang. Pour vrai, props à Dubas. Pour ce que donné, props à Dubas. Mais on l'a dit, ils ont gagné l'off-season, les Pingouins. Là. Mais pourquoi? Pourquoi? San Jose est allé chercher. Il y avait un Burns dans l'équation, ça n'a pas marché. Là, encore même affaire. Un gars unidimensionnel, offensif, droitier. La seule affaire que je me dis, c'est le temps va sûrement être encore blessé. Exactement. Sorry, mon Chris. Le temps va sûrement être encore blessé. Mais sur le c'est un risque qui est plus gros que Burns, qui est un juggernaut dans la NHL. Tu fais quoi, First PP? En ce moment, Day One, ouais. Carlson. Après ça, tu mets Crosby, Genzel. Donc, sur le first. Ouais, sur le first. Crosby, Genzel. Mais tu mets-tu deux def? Tu mets-tu, mettons, à côté gauche, tu mets-tu le temps? Puis à la pointe, tu mets Carlson? Ça y est pensé pour eux. Mais c'est exactement ce qu'ils ont fait à San Jose, puis ça n'a pas marché. C'est juste pour ça que Carlson, l'année passée, Carlson est sorti combien dans le pool, man? Il est tellement sorti loin. Dans un de nos pools, il est sorti 6-7e. Ça n'a aucun sens, là. Mais tu sais, t'as des options qui se sont rajoutées aussi. On parle à Graves qui ne jouera pas sur le powerplay. Ça laisse la place à un attaquant. Marcus Pettersson qui est capable, on l'a vu, qui est capable de jouer en avantage numérique. Le farmer Jeff Carter qui est toujours une... malgré son VR, je pense qu'il peut être une bonne valeur ajoutée sur le powerplay. Ils ont racheté Riley Smith qui va pouvoir faire de quoi aussi, qui a déjà joué à la pointe. Raquel aussi. Donc, je pense que leur powerplay va être excellent. Riley Smith, parlons-en tout de suite. Là, une de mes perles rares, Riley Smith. Ouais. C'est un gars que tout le temps, il n'est pas exceptionnel, il n'est pas flamboyant, je pourrais dire, mais il va jouer probablement à sa first. Constant. Il est très constant. Il joue tout le temps. Il jouait avec William Karlsson puis Jonathan Marchessault,
qui sont des joueurs, des très bons joueurs. Ben, ça a été longtemps dans la Ligue nationale. On parle longtemps. 1 ou 2 saisons, c'est long dans la Ligue nationale. La meilleure ligue en termes d'offensive, défensive, d'équilibre. Mm-hmm. Bref, tout ça pour dire qu'Eric Carson, on peut regarder là en ce moment Daily Face-Off. Ils mettent Carson et le temps sur le même powerplay avec Raquel, Crosby, Malkin. C'est sûr que Gensel est blessé. Raquel, c'est vrai, on l'avait oublié. Ouais, c'est ça. Fait que, bref, les options sont longues, mais il fera pas 100 points cette année. En tout cas, je pense pas, à moins qu'il y ait... Je pense que l'année passée, il y a eu quoi? 60? Entre 40 et 60 points sur le powerplay dans ses 101. Fait que c'est à revoir. Un autre... Last player, on pourrait dire, d'en faire attention, Alex Killorn. Je sais que t'es pas d'accord avec ça. Killorn, si je le mets pas là, parce qu'il est à éviter, mais ça serait plus dans la mention à faire attention. C'est un gars qui a tout le temps joué avec des superstars, qui a tout le temps joué sur le premier avantage numérique à Tampa Bay avec des Kucherov, des Sergachev, des Hedman, des Stamkos. Il allait en devant le filet puis il ramassait tout ce qui bouge. Là, l'avantage numérique à Anaheim est pas mal moins sexy, merci. Fait que, oui, c'est une excellente acquisition. Oui, il va faire sa part de points, mais ne croyez pas qu'il va connaître une si bonne saison que s'il jouait le même nombre de temps, mais à Tampa Bay. C'est ça mon point. Ça, c'est sûr. Mais moi, je pense que quand même, ça peut être une très bonne valeur ajoutée dans un fantasy. Il couvre beaucoup de catégories, surtout dans un rôle, comme dit, pas avec des superstars. Anaheim, moi, je suis quand même bullish sur Killorn, malgré son salaire que je trouve faramineux. C'est un gars que je pognerais n'importe quand dans mon équipe si je partais pour gagner la Coupe Stanley, mais je le prendrais pas dans mon fantasy cette année. À suivre. On s'en parlera. On switch. Yeah. Les joueurs... à garder un œil dessus. Les sleepers, comme on appelle dans le jargon du métier. Nos petites perles rares. Je te laisse commencer, mon Luc. En premier lieu, on va commencer avec le plus obvious. C'est pas un sleeper, mais c'est un joueur qui va avoir une meilleure saison qu'il vient de connaître. En tout cas, on l'espère pour le fleuron québécois. On parle de Jonathan Huberdeau. On n'est pas en train de dire qu'il va falloir qu'il sorte dans le top 10 quoi que ce soit, mais selon la saison qu'il y a eu l'année passée, il sortirait dans le top 100. Ouais. Mais il va avoir une meilleure saison que l'année passée. C'est évident. On a parlé de Lindholm aussi, qui a des choses à prouver. Ils vont probablement jouer sur le même trio. Je pense qu'avec un ADP en ce moment, je pense qu'il y a 120. Il peut sortir dans le top 100, ça ne sera pas stressant. Souvent, sleeper, le monde va penser que c'est des joueurs comme méconnus, mais c'est pas juste ça. Tu sais, un gars qui vient, à exemple de Huberdeau, de connaître une mauvaise saison, qui va juste bounce back season, puis que le monde un peu oublie ou laisse de côté puis il pense qu'il va dropper. Ben nous, on pense justement que ça va être une grosse bounce back season. Et en plus, on en parlait tantôt avec un Elias Lindholm qui a tout à perdre. Très gars à garder en vue. Suivant, Connor Brown. Connor Brown. Je veux pas me répéter, mais chouchou de ma part. Je l'aimais quand il était à Toronto. Je l'aimais à Ottawa. Je l'aimais à Washington. J'ai tout aimé ce gars-là. Là, ça fait 2 ans qu'il est dead bed. Ils l'ont signé pour 750 000. On en a parlé dans notre autre podcast. Son EDP est minable en ce moment, 169. Et dans ben des mock drafts, je le vois descendre autour de 200. Ça peut être... Tu peux tirer dans le pied tout facilement. Exact. Tout ou pas en tout. Il peut être pourri. Là. Étant un ancien coéquipier de McDavid, étant un joueur qu'on sait qu'il y a de la chimie avec David, au même titre qu'un Drouin avec Colorado et McKinnon. T'en penses quoi, ça? Drouin, c'est un sleeper? Tu le pognes-tu, mettons, Mettons après 5e round. Ton last pick? Last pick, sans hésiter. Last pick, je l'aurais pogné s'il était avec le Canadien aussi. Brown ou Drouin? Brown, sans hésiter, parce qu'il y a Brown. Il y en a un qui joue avec McKinnon, l'autre qui joue avec McDavid. McKinnon, c'est juste qu'il est plus blessé, exactement. Mais Brown, écoute, on le sait, là, il va jouer avec McDavid, c'est un ancien coéquipier, ils ont connu du succès ensemble. Tu l'as dit, je pense que c'est un sleeper parce qu'il va partir beaucoup plus tôt que ça, ou il devrait partir beaucoup plus tôt que ça. Mm-hmm. Parlant de connaître du succès avec, je sauterai sur Pavel Zacha, avec un Krejci qui est parti, un autre Tchèque, un Bergeron qui est parti, ben un autre Tchèque justement qui rentre sur le premier trio, qui va piloter le premier trio si tout continue comme ça, aux côtés probablement de Pasternak. Moi, Pavel Zacha, c'est un gars qui en ce moment ADP 162. Quand on dit ADP, c'est son rang moyen de sélection présentement sur Yahoo. Donc, 162. Je pense qu'avec le camp d'entraînement qui va avancer, c'est sûr que son ADP va descendre aussi. Ça
aucun sens. Il y a le centre numéro 1 de Boston, une équipe qui était favorite pour gagner la Coupe nationale, la Coupe Stanley l'année passée. La Coupe nationale. La Coupe nationale va descendre autant que ça. C'est sûr, comme dit, ils ont perdu leurs 2 centres principaux, mais il va être bien encadré. Pas en train de dire de le repêcher top 10 centre non plus, mais Pavel Zacha. Parlant de centre aussi, Ryan Johansson qui est nouvellement signé au Colorado. Bizarre d'échange au début, je trouvais, mais en même temps, je pense que de plus en plus, ça va marcher pour le Colorado. Johansson. Je pense que ça fait vraiment du sens. Ça fait du sens. Surtout que, comme dit, ils ont perdu des centres dans les dernières années à plusieurs reprises. Là, il va piloter le deuxième trio, vraiment, avec Nichushkin, un certain Arturi Lekonen, probablement. Oui, probablement. Nichushkin, c'est ça. S'il ne monte pas sur le premier trio pour équilibrer. Mais lui qui, avant de se blesser l'année passée, était un des joueurs les plus populaires et les plus successful chez l'Avalanche. Donc, on pense que... en fait, sans doute, là, Ryan Johansson, deuxième centre, avec un ADP qui n'est même pas classé en ce moment. Seule affaire, c'est les blessures. Doit sortir. Les blessures, puis le fait qu'il soit une seule position centre, c'est la seule affaire qui... Non constant également. Ouais, non constant. Ensuite, un autre centre. Gabriel Vilardi, je sauterais sur ce joueur-là directement. Vilardi qui a été échangé aux Jets de Winnipeg. Contre un certain PLD. Échange, ma foi, non comprenable de ma part pour les Kings, mais bon. Vilardi qui avait derrière lui, il y avait Dano devant lui, il y avait Kopitar devant lui, il y avait Byfield qui essayait de percer également. Là, Vilardi, il n'y a absolument rien devant lui, à part Scheifele, qui risque d'être échangé d'ici la fin de la saison. Donc, Vilardi, c'est vraiment un gars à surveiller pour moi, un sleeper. Le monde n'y pense pas. Ce gars-là, l'année passée, a connu une excellente saison. Donc, Gabriel Vilardi a jeté un œil dessus. Derrière lui, il va y avoir Larry puis Coupari probablement qui lui n'est pas à s'inquiéter du tout. Donc, je suis d'accord que dépendamment où on repêche Vilardi, je pense que dans plusieurs des ligues l'année passée, il n'avait même pas été repêché. Il a été pogné ses free agents une fois qu'il avait connu un peu de succès. Ensuite, on peut aller avec un défenseur cette fois-ci. Moi, je pense un sleeper cette année, K'Andre Miller. Ouais, je pense qu'en fin de saison l'année passée, il a commencé à avoir énormément de succès. On parlait de Trouba. Trouba n'a jamais explosé comme il se fallait. Trouba qui avait été échangé contre Neil Pionk qui est un first dans le temps de Winnipeg. Ça n'a pas de sens. Neil Pionk qui est probablement un défenseur que je choisirais avant Trouba en fantasy. Trouba qui maintenant fait des toiles. Je sais pas si ça peut peinturer et plaquer une toile. Être le défenseur qui est le plus fort dans les nationales, mais peinturer dans ses temps libres. Parlant de défenseur, Sean Durzi, échange très intéressante selon moi, qui envoie Sean Durzi en Arizona. C'est un échange très intelligent de leur part et Doug Armstrong, le directeur général, a déjà mentionné que Sean Durzi allait piloter le powerplay numéro 1 en début de saison. Le numéro 1? Numéro 1, il l'a déjà dit en conférence de presse. Donc, clairement, si c'est pas ce qui se fait, il va mettre son coach en deux de boss. Parce qu'il y a quand même plusieurs défenseurs qui peuvent le piloter. On pense à J.J. Moser. Valimaki le passé. Valimaki. Il y a Matt Dumba aussi. Dumba, c'est vrai. Qui peut le piloter. Il vient de signer là-bas. Mettons qu'on check vite Daily Face-Off là. Pas mal, je dirais pas mal, ça serait les 4 qui pourraient le piloter. Mais avec un Armstrong qui le dit haut et fort que ça va être Durzi, qui vont tous y donner les chances à Durzi. Il est encore jeune, Durzi, là. En ce moment, Daily Face-Off. Mais qui pour le fun? Il est même pas là. Sur le back-end du first powerplay, t'as Nick Schmaltz. Mais en fait, le premier powerplay au complet, c'est Machelli. Je suis tellement content. J'aime tellement Machelli. L'année passée, il était dans les discussions pour recruter l'année. Aucun sens. Barrett Hayton, qu'on adore. Autre perle rare, Machelli, d'ailleurs. Machelli, 100%. Surtout en powerplay. L'année passée, c'était la recrue qui avait le plus de powerplay points, je pense. Je m'abuse, en tout cas, après un certain temps. Keller à droite. Nick Schmaltz en arrière. Et J.J. Moser sur le first powerplay unit. Deuxième powerplay unit, Krause, qui a vraiment bien fait l'année passée aussi. Logan Cooley, on va en parler, mais en fait, on peut en parler tout de suite. Parlons-en. C'est un sleeper aussi, selon nous, dans le sens que il y a du hype, mais on pense vraiment qu'il va être excellent, surtout dans une équipe d'Arizona qui s'est améliorée énormément. Fais-moi un top 4 entre Bedard 1, Fantilli 4, Leo Carlson, Cooley, Slavkovski. Ton top 5.
qui tu pognes dans ce top 5 en ordre, s'il te plaît, pour cette Pour année? une Fantasy. saison? Fantasy cette année. Ok, Fantasy cette année. Ouais. Je vais avec Cooley numéro 1, Mais tout. Bédard numéro 2, Fantilli 3, Carson, puis Slav. Hey, ça fait-tu de la peine quand tu y penses, hein? Cooley premier. Slavkovski. Cooley premier, Slav dernier. C'est quelque chose que personne n'aurait pu prédire, par exemple. Puis là, Mais c'est Lucas peut-être- ne dit pas que Cooley est meilleur que Bédard. Non. C'est que cette année, il y a un an de plus, ça fait une méchante différence. Puis tu sais, il y a eu une année de plus pour se développer aussi. C'est peut-être que l'année passée, Slavkovski s'est blessé. Il y a plus Ouais. c'est peut-être que si on l'avait vu plus longtemps, ça serait pas la même opinion. Il n'y aura pas les mêmes chances non pour plus. finir, Slavkovski. le deuxième powerplay unit, c'est ça. Krause, Cooley, Gunter aussi l'année passée qui Dylan était Gunter. tellement bon là, Ouais. pour les recrues. Puis Valimaki, comme tu as dit, et c'est Jason Zucker. Fait que Jersey qui est même pas sur le powerplay présentement, ça va changer, on s'entend. Mais d'accord avec toi que ça peut être un sleeper qui, dans la majorité des ligues l'année passée, était même pas repêché, même pas actif dans les rosters. Finalement, autre sleeper, de mon côté, Troy Terry. Ah ouais. C'est pas que c'est un joueur méconnu, c'est pas qu'il sleep tant que ça. ADP de 134. La seule affaire, c'est que l'année passée, il a connu une saison correcte après une saison exceptionnelle il y a 2 ans. Moi, c'est ça mon problème, par exemple. C'est qu'il a connu une saison, je pense, qui était en dehors de sa ligne de croissance. Ouais, C'était une clairement. saison exceptionnelle, puis que l'année passée, il est revenu à la normale. C'est vrai, je comprends ton point. Par contre, le fait que Zegus a pris du galon, il a pris de l'expérience. Un McTavish a pris de l'expérience. Tous les gars autour de lui. Puis en plus, t'amènes, on en parlait, un Killorn qui peut justement piloter un trio avec Terry à sa droite. C'est pour ça que je pense qu'à 134, c'est un excellent pick. Là. Ça peut être bon. Peut-être pour conclure, les attaquants, on a parlé brièvement tantôt. Wyatt Johnson, Dallas Stars, ADP de 172, qui l'année passée aurait dû gagner le Rookie of the Year. Ouais. Puis il aurait pu dû. Il aurait dû. Mais ouais. Surtout en playoff avec les séries éliminatoires qu'il a connues. Moi, je pense que Wyatt Johnson, à Des gros buts, 172, man. c'est un sleeper. Il est là dans les moments clutch, comme tu dis. Il va remplacer bien les joueurs. Puis pour conclure, pour de vrai, les gars, les attaquants, Owen Tippett, un autre jeune joueur à Philadelphie. Un On autre a coup. parlé des... Un autre coup à Philadelphie. On a parlé des équipes... Ben, le Voracek n'est plus là. On a, Scott Arnell. on a parlé des équipes poches. Philadelphie qui vont être, selon moi, de loin l'équipe la plus poche de la Ligue l'année prochaine. Sans oser. Moi, je pense que Philadelphie ont plus à perdre. là. Une des plus poches. Couturier, on sait pas ça va donner quoi. Ouais, Fait un que autre ça va coup, dépendre de ça. Konechny qui peut être dans les sleepers justement parce qu'il est dans l'équipe poche. Mais bref, Tippett qui va probablement finir à droite du premier trio avec peut-être Farabee, Morgan Frost qui vont piloter ça. Je veux dire, même si c'est l'équipe qui va être top 2, top 3 les plus poches de la Ligue, ça reste qu'il va avoir du temps en masse, surtout avec la fin de saison qu'il a connue l'année passée. Dernière mention honorable que je voudrais juste dire avant qu'on close ce sujet-là. Ouais. C'est quand on a parlé de Wyatt Johnson, ça m'a fait penser à lui. Mais Logan Stankoven, qui a joué quelques matchs l'année passée, oui, son gabarit fait peur, mais ce gars-là, quand que je le vois jouer avec Team Canada, est incroyable. Donc, ça dépend aussi, encore une fois, dans votre fantasy, il y a combien de joueurs? T'sais, si c'est un fantasy que vous avez environ 200 joueurs en tout et partout, non, Stankoven risque de pas sortir. Si c'est un fantasy que vous avez 280, voire 300 joueurs, 3 ailiers droits, 3 ailiers gauche, 4 def. donc un du bench. Stankoven peut devenir intéressant. Ouais, 100%. Et justement, on parlait tantôt de la stratégie à long terme. C'est un gars que, justement, avec la saison, il va gagner du galon. Dernier point, mon petit Luc. Ben écoute, on en a parlé brièvement. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Dans les sleepers, c'est moins sleeper, mais dans les valeurs sûres, je pense qu'on peut peut-être s'aventurer un peu. On peut parler... on peut parler... Tu dors, ici. On peut parler peut-être un peu des options dans les premières rondes. Moi puis là, on en parlait juste avant le podcast. Selon nous, là, le 1-2... En fait, le numéro 1 dans ton fantasy, c'est Qui tu prendrais, indéniable. McDavid. Je veux dire, c'est pas une question pour n'importe qui. Si t'as le choix à prendre... Bref, on s'attendra pas plus là-dessus. C'est comme le first pick dans le draft l'année passée, c'était Connor Bedard. 2-3. 2-3, selon moi, il y a 2 joueurs. T'as Draisaitl, t'as McKinnon. Là, les joueurs qui sont dans notre pool ou dans la fantasy, s'il vous plaît, écoutez pas ça. Ouais. On va vous bloquer de tous nos réseaux sociaux. Toi, tu piges 4e cette année. Dans un des drafts,
un des pools, un des fantasy, je pige 4. Puis mettons qu'on parle de lui justement, parce que c'est quand même équilibré. Moi, dans un de ceux que moi et lui on fait, moi je pige 4. Je pige. Bingo! Je pige 4. Early pige 8. On est 14, quand même équilibré. 4, je vais t'avouer que je pense que c'est une position de merde. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Parce que 1, 2, 3, ça devrait pas changer. Ça va être McDavid, Draisaitl, McKinnon. Mais après ça, de 4 à 8, 9, 10 pour vrai. T'as tellement de joueurs qui peuvent faire la pluie, le beau temps. Je vais te nommer des noms, ok, mettons. Après ça, tes classeras, si tu veux, là. Pasternak, je fais ça. Matthew Tkachuk, Kucherov, Robertson, Rantanen. Robertson, chouchou à lui. Matthews, même Jack Hughes avec l'année qu'il a connue l'année passée. Kaprizov. Kaprizov. Qu'est-ce que tu fais avec un def comme Makar? Ouais, là, c'est ça. On enlève de l'équation un Makar. Un def first round, moi. J'ai fait de l'erreur l'année passée, je le referai plus. Mais. 4e. Mettons 14e, tu fais quoi? Ouais, 14. Ça se peut, là. C'est pour ça qu'on dit que la position 4, c'est un peu pigé au hasard parce que les 3 meilleurs, les 3 sure shots sont partis. Tu sais, McKinnon, même s'il est blessé, il va finir dans le top 10. Mais là, Matthews peut faire autant de points qu'un Matthews Tkachuk. vient de signer un contrat à la fucking Iron Man. Ouais, mais quoi? Joe Burrow vient de signer un contrat à la Captain America, puis il a chié dans la pile la semaine d'après. Il est perdu. En tout cas, c'est pour dire que entre 4 et 8, j'aime quasiment mieux, moi, qui est 8, qui attend, qui regarde qu'est-ce qu'il va, puis qui va ramasser. Ouais, puis qu'après, que ça soit un Rantanen ou un Jack Hughes. Ouais. C'est pas genre de dire piger. Piger, tu vas drafter. Ouais, fait que c'est ça. 1, 2, 3, je pense que dans mon tête, c'est quand même sûr. Mais après, ça se gâte. Comme en fait, t'es nommé. Je révélerai pas ma stratégie parce que j'en ai pas. Sérieusement. Honnêtement, je sais pas encore. Là, on parle de cette ligue-là. Dans cette ligue-là, je sais pas, je vais faire quoi 4e overall. Luc, mettons, sa stratégie, c'est qu'il n'y ait aucun autopic dans tout son draft. Si aucun autopic, c'est parce que ça a bien été. Ça a bien été. Genre, si j'ai pas pris assez de temps, puis que je suis capable de sélectionner mes joueurs sans que ça le fasse tout seul pour moi. T'es le gars que je connais qui connaît le plus le hockey, mais t'es le gars qui va se questionner, genre, pendant des heures, entre Riley Smith ou Ryan Johnson, par exemple. Mais là, ça, c'est une bonne stratégie qu'on peut parler, c'est d'avoir une liste déjà faite, ce que j'ai jamais fait. Si t'hésites, tu prends l'ailier. Ouais, c'est ça. No joke. Si t'hésites, tu prends l'ailier, tu prends le gars qui est pas blessé, ça, je vais m'en rappeler. Mais sans joke, d'avoir une liste déjà faite, pas nécessairement à la scène près, mais juste d'avoir une idée, ok, ben lui il est pris, je pogne lui, ou genre, tu sais, comme ça, t'hésites pas, puis pas surtout dans des moments de stress comme ça, pas se re-questionner, genre, fuck, ok, lui il est dispo, qu'est-ce que je fais, genre, vas-y avec ce que t'avais, pas dans le moment de la décision. Pour terminer, je t'inviterais, si t'es down, à faire un petit top 3 défenseur fantasy, puis ensuite un petit top 3 gardien de but. Ok. Donc, top 3 défenseurs, tu commencerais probablement avec l'Avalanche du Colorado. Si je veux pas t'enlever les mots de la bouche. Sérieusement, je sais pas. T'hésites entre qui? Mais c'est parce que ça, on s'en est parlé. Moi, c'est spécial, là. Quand j'ai un joueur dans mon pool que j'ai pogné une année qui va bien, c'est le meilleur joueur de la Terre, je le repogne les 10 années d'après. Mais quand un joueur fonctionne pas bien, ça doit être McDavid, j'ai même plus envie de le pogner. Il y a 2 ans, j'avais McDavid dans notre fantasy. Il n'avait pas fini premier. C'était Matthews qui avait fini premier. L'année que t'arrives premier. C'est ça, l'année que j'ai le first pick overall. McDavid finit pas premier. Là, cette année, il a fini 100 points au-dessus de tout le monde. Fait que l'année passée, faire une histoire courte, j'avais Makar au 5e overall. J'ai pogné. Erreur. Mais malgré tout ça, je prends quand même Makar cette année overall. C'est ça qui est fatigant avec il y a tout le temps une parcelle de chance dans les poules. Tu sais, puis là, on nomme des joueurs, on parle de certains joueurs, puis on parle que j'ai gagné le pool l'année passée. Mais il y a une parcelle de chance dans tout. Genre, tu sais, Vasilevski l'année passée qui ne sert pas pantoute. Makar, il y a 2 ans, l'année en haut de 100 points, l'année passée. Quasiment en haut de 100 points, là, il y a 2 ans. Là, quasiment en haut de 100 points. L'année passée, ça plus ou moins. Fait qu'il y a tout le temps ça aussi qu'il faut qu'on se rappelle. Tu sais, l'année passée, Edmond est sorti vraiment avant Sergachev. Sergachev a fait 15 points, pas de fantasy, 15 points dans la saison de plus qu'Edmond. C'est fou, ça, là. Ouais. Sergachev, parle-en pas trop, parce que je veux dis-les, Oli l'avait. Et oui. Hey, the reigning champ. Juste pendant que des millions de personnes nous écoutent, Oli veut prendre Matt Boldy dans son équipe.
Ok, fait. Les millions de personnes vont nous Tout le monde va les tomber. Si vous faites une story qui mentionne que je vais prendre Matt Boldy, ben vous êtes un nouveau commanditaire. Ok, top 3. Ouais, après ma cœur, c'est qui? Kiel McCarr. Après. Cette année, j'ai le goût d'y aller avec Dallin. Ouais, moi tout. Ouais. Ça- Rasmus Dahlin. Oublie tout ce qui est autour. Dahlin, il est fort. Il est excellent. Les joueurs qui jouent avec Les joueurs l'éclosion. qui On jouent n'a avec. pas parlé de Tage Thompson parce que tout le monde en parle. Là. Buffalo. Tu veux qu'on parle un peu de Buffalo? Bon, la 27 millionième équipe chouchou à Ali, on n'en parlera pas, mais on peut en parler. Dahlin, Mais- number 2. Dallin number 2, puis pour closer le top 3, par exemple, Je te nomme des joueurs. Fox, Carlson, Hamilton. Yossi, pour vrai, Yossi, tu peux pas. McEvoy, je pense pas cette année, for real. Quinn Hughes, le tout nouveau capitaine des Canucks Canucks de Vancouver. Mais non, sérieusement, pour closer le top 3, moi j'hésiterais, même aussi, même plus. Puis on a parlé de Carson, on a dit faites attention, mais plus j'y repense, comment tu veux qu'il y ait une mauvaise saison? Comment tu veux qu'il répète pas ça? Ouais. S'il a fait ça avec Logan Couture, qu'est-ce qu'il va faire avec Sidney Crosby? Makar Dahlin, Fox, moi. Fox? Ouais. Fox, c'est le recency bias encore. Ah ouais, mais ah je ouais. pense que faire différent, me dire Carson. Carlson 3. Ok, goaler. Gardien de but. Moi, c'est pas compliqué. Sorokin, Oettinger, Shesterkin. Shesterkin, la seule raison pourquoi il est troisième, c'est parce que je pense qu'il va partager un peu les buts. Je pense que Oettinger ou Wedgwood ne partagera pas tant que ça. Puis Sorokin, ben, Varlamov, les seules fois qu'il va partager, c'est quand il va être brûlé rare, le pauvre. Même affaire. Moi, par contre, ça serait Oettinger avant Shesterkin. Donc, Sorokin, Oettinger et Ah, c'est ça que j'ai Shesterkin. dit. Ah, bon. tant mieux. Ok, ben mettons qu'on est parti. Top Ouais. 300. Ben là, ça c'est pas compliqué. C'est même top 3, qui est top 3 dans le pool. McDavid, Dry, McKinnon. Left wing. Kachuk, Kaprizov, Hughes pour moi. Ketchuk. Mathieu Ketchuk. Non, c'est vrai. Sérieusement, premier. Moi, c'est parce que mon chouchou de Mais tu toute sais, un la gars vie. comme Jack Hughes, il est centre puis left wing. Mais pour moi, c'est pas un left wing. Ok, mais mettons qu'on pogne juste les left swing. Kaprizov, Robertson. Moi, Robertson, elle chouchou. Puis Kachuk, troisième, parce que Kachuk, on sait pas il va revenir où. Mais un gars comme Ovechkin qui coche toutes les catégories, les hits, Eh, mais- les shots, il shot plus que n'importe qui à part Pasternak. là. Puis, mettons, l'année Matt passée, Boldy. ça a été un des meilleurs left wing de la ligue. Ryan Nagapetins. On aurait pu le mettre dans, pas les sleepers, mais ils n'auront pas la même année qu'il y a eu, je pense. là. C'était tellement mal parti l'année passée. Là, après ça, il est parti, mon gars. Je sais pas qu'est-ce qu'il a mangé, mais ça n'a pas de sens. Mais Ryan Nagapetins ne va pas connaître la même saison. Vous allez pouvoir me blaster à la fin de la saison s'il a fait Ben non, pareil, c'est là, sûr, mais c'est c'est sûr. sûr Moi, je suis qu'il va d'accord faire avec toi. pareil. Fait Right que, wing, Right wing. Pour vrai, right wing, il y en a-tu un dans la ligue, là? les Pasternak, Kucherov, je t'en nomme là. Pasternak, Kucherov, Rantanen, Marner, Nylander, Meyer, JT Miller. Qui c'est pas un? Number one. Pour vrai, moi, cette année, Mikko Rantanen. Ah si, Mikko j'aimerais Ran- ça qu'on soit pas d'accord, mais Motu, Pasternak, Rantanen. on n'arrête pas de le répéter, là, mais avec tous les joueurs qui sont partis de là, il va pas répéter ça. Kucherov, ouais. C'est dur à parier contre Kucherov, mais je mettrais quand même Rantanen numéro 1. Fait que moi, ça serait Rantanen, Kuch, Pasternak. est-ce que j'aimerais ça être pas d'accord Même avec affaire? toi? Mais c'est même affaire. J'aurais vraiment. Je vais pas pogner la bague. Pas d'accord avec toi, mais moi, Pasta. Ça se peut qu'il ait la meilleure saison de sa vie, mais je pense pas. Je pense vraiment que c'est Rantanen qui est une valeur sûre. Il est jamais blessé. Il est jamais blessé. Kucherov. Je l'avais dans mon pool l'année passée. Je sais. Kucherov. On l'a vu l'année passée, puis c'est l'année passée qu'il a droppé parce qu'il Ouais. avait perdu des joueurs, mais là, cette année, il a fait la même affaire avec Kegel. Ça allait bien. Mhm. Puis après, on y va avec ce qui est précis. Je pense que Timo Meyer, écoute, ça dépend des Devils, mais je pense qu'il peut dropper cette année. Nylander, qui est haut dans les man. classements, Ouais. mais je mets Marner avant. Alex Stock, qui va revenir peut-être dans le top. Mark Stone, prenez-le pas. Olivier, Hot take, Mark il Stone, est tout le temps blessé. garbage. Un right wing aussi qui joue à Colorado, puis c'est pour ça que sa valeur est peut-être moins élevée, mais je suis skin, mais qui l'année passée avant d'être blessé. Il Avant était d'être blessé. premier dans le top 3 dans tellement de ligues de fantasy. Ouais. Là. Mais avant d'être blessé, tu l'as bien dit. Exactement. Made of glass. Donc, voilà ce qui complète la 4e épisode des Chum Podcasts. On vous invite à nous suivre, à liker, à LCPDC. commanditer LCPDC À commanditer. et à suivre le compte YouTube. On va faire un petit peu plus de vidéos YouTube, que ce soit pas seulement des podcasts, mais un petit peu de vidéos de contenu
à Ouais. chaque fin de semaine. Mais là, je sais pas si on l'a dit aussi. On s'engage, moi, Pioli. Vous aider dans vos ligues. Vous pouvez nous écrire. Vraiment, bras de fer. Chaque dimanche, à peu près, on risque de faire une petite capsule de 1 minute 30, 2 minutes, les risers, les fallers de la semaine, les free agents à targeter pour votre fantasy. Pour le nôtre aussi, ça va nous aider. En tout cas, moi, ça va m'aider. Donc voilà. Merci de l'écoute. Et yes! See you next time. Merci BDC.